c'est qu'en fait, c'est vraiment un investissement. Il faut se dire qu'il va vraiment falloir limiter le travail du sol, il va falloir couvrir les sols, changer sa rotation et en plus ramener si possible des apports organiques par-dessus. Agroécologie podcast. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans notre épisode du podcast Agroécologie, une production d'Agridea avec le soutien de la Fondation Léopold Barman. Aujourd'hui, on va se pencher un peu plus en détail sur l'agriculture régénérative. Il s'agit d'un type d'agriculture qui s'apparente fortement à l'agroécologie, surtout sur les aspects environnementaux. Et donc, on va discuter plus en détail de ce type d'agriculture. Tout d'abord, avec un conseiller agricole spécialiste de ce domaine. Donc, on accueille Nicolas Courtois, qui était conseiller pendant de nombreuses années pour AgriGenève et maintenant conseiller indépendant et qui est expert en agriculture de conservation des sols depuis une quinzaine d'années. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va? Très bien, très bien. J'espère que tout le monde va bien sur cette fin d'année. Merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire quelques mots sur tes activités? Oui, bien sûr. Donc, si on prend depuis le tout début, je suis d'origine franco-suisse. La moitié de ma famille est du Jura suisse, l'autre moitié du Jura français, où je réside actuellement maintenant. Et j'ai souvent navigué entre les deux pays. J'ai fait mes études d'agronomie en France, à Lyon, avant de venir travailler sur le canton de Genève. J'ai travaillé pendant 15 ans pour AgriGenève en tant que conseiller en grande culture, avec toutes les tâches que peut avoir un conseiller en grande culture. Et surtout, j'avais une partie sur le développement et la mise en place de l'agriculture de conservation ou agriculture régénérative, on pourra définir le terme par la suite. Donc j'ai fait ceci pendant 15 ans sur Genève, vraiment avec mes agriculteurs genevois. Et maintenant, depuis 2 ans, je suis uniquement à mon compte. Je travaille toujours sur ces thématiques-là, aussi bien en France qu'en Suisse, mais à mon compte depuis 2 ans. Ok, merci. Donc ouais, on va aborder le vif du sujet. Est-ce que tu peux commencer par nous donner quelques précisions sur ce que c'est l'agriculture régénérative et quels sont les principes fondamentaux? Alors, très bonne question, parce que le terme peut être plus ou moins nouveau pour certains. On parle d'agriculture régénérative, on parle aussi d'agriculture de conservation des sols. J'ai un petit faible pour la partie conservation. C'est un petit peu le terme initial qui nous vient des États-Unis, où on retrouve l'intérêt de vouloir conserver son sol. Alors, conserver son sol dans sa parcelle, conserver son sol à son état original, et pourquoi pas peut-être l'améliorer. Mais j'aime bien l'idée de conservation. Quand on parle de l'agriculture régénérative, c'est qu'on veut régénérer. Cela peut peut-être sous-entendre qu'on l'a dégénéré auparavant pour le régénérer. Même si je comprends ce terme-là, qui est un petit peu dans le raccourci anglais et qui est repris notamment dans la partie marketing en transformation des produits agricoles. Le petit problème des fois qu'un petit peu régénération, c'est que si on sous-entend qu'on l'a dégénéré avant, on peut un petit peu vexer les agriculteurs. Et ils ont pas tort parce qu'en soi, on n'a pas forcément dégénéré nos sols, hein, ça dépend beaucoup en fait les systèmes. Donc je dirais que régénération égale conservation des sols, mais l'idée centrale en tout cas c'est le sol. C'est d'améliorer, c'est de conserver le sol qu'on a. Et en fait c'est principalement, on pourra en reparler par la suite, mais jouer sur le taux de matière organique dans son sol, en mettant en place différentes pratiques pour valoriser ce taux de matière organique. Voilà un petit peu la définition qu'on pourra reprendre par la suite du coup. Et du coup, les principes fondamentaux qui composent ce type d'agriculture? Alors moi j'aime bien reprendre 3 principes fondamentaux. Ils sont définis au niveau mondial au sein de la FAO. Et en fait, ils permettent vraiment de catégoriser les choses, les actions de conseil qu'on peut mettre en place. Alors le premier pilier, c'est moins travailler les sols. On n'a pas dit ne plus les travailler, mais du moins les travailler. Et surtout, on insiste sur le fait d'arrêter d'inverser les couches. En fait, de laisser le dessus dessus et le dessous dessous. Ça, c'est un premier point très important. Donc la réduction du travail du sol. Premier point. Le deuxième point, c'est les couvrir autant que possible. Alors soit en laissant bien sûr les résidus dessus, soit en rajoutant des résidus. Ça sera par exemple le rôle des couverts végétaux.
Et le troisième point, c'est d'améliorer la rotation. Alors, on l'améliore s'il y a besoin, hein. Si elle est déjà très bonne, on Mhm. garde comme elle est là. Par contre, s'il y a besoin, effectivement, ça va être de changer la place des cultures, notamment pour limiter l'envahissement au niveau des mauvaises herbes. Voilà, donc c'est trois points que j'aime bien reprendre pour catégoriser l'agriculture régénérative ou de conservation des sols. Et après, on peut du coup travailler dans chaque thématique précisément. Ok. Et du coup, peut-être sur la première thématique du travail du sol réduit, c'est forcément du semi-direct ou c'est différents types de réduction Alors, du travail du sol? très bonne question. Ça va déjà, on va se poser la question, est-ce que du coup on inclut le bio ou pas dedans? Parce que Ouais. c'est sûr que l'agriculture biologique, sans travail du sol, ça va être compliqué hein, d'y arriver. Alors nous, en fait, c'est pas forcément que du semi-direct. À travers ce premier pilier, il faut avoir en tête que le but, c'est d'augmenter son taux de matière organique et idéalement de le concentrer en surface. Et c'est vrai que un pilier majeur qu'on a, un moyen d'action majeur qu'on a, bah, c'est de moins travailler les sols, parce que moins on va les travailler, moins on va oxygéner son sol, et donc moins on va perdre la matière organique, parce que la matière organique, c'est du carbone, et le carbone se fixant à l'oxygène qu'on pourrait introduire, on a un dégagement de CO2. C'est un petit peu comme ça pour schématiser qu'on perd Mhm. le carbone dans les sols, hein. Il y a aussi d'autres mécanismes, mais c'est un des mécanismes. Et donc l'idée du premier pilier, en fait, c'est de limiter l'entrée d'oxygène brutal dans les sols. Et c'est pour ça qu'on va dire moins travailler les sols. On préfère déchaumer une fois que labourer. Mais on va préférer ne pas déchaumer du tout, si c'est possible. Le but étant vraiment de fermer le robinet à oxygène autant que possible. Donc, le semi-direct, c'est mieux, mais c'est pas la seule technique qui permet de le faire. Le but, c'est de limiter l'entrée d'oxygène. Donc, un déchômage en bio peut être accepté également, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on ira un petit peu moins vite, un petit peu moins loin. D'accord, ouais. Toi, au niveau de ton travail, comment tu t'engages pour la promotion de ce type d'agriculture? Alors déjà, il faut que l'agriculteur soit motivé à travailler dans cette thématique-là, parce que c'est quand même un changement de pratique important. Et Mhm. donc, il y a une grande part de psychologie. Si l'agriculteur n'a pas envie de changer ses pratiques, et je le comprends tout à fait, c'est pas un souci, ça va être compliqué de travailler sur cette voie-là. Parce que le fait de dire d'arrêter de labourer, ça c'est quand même une base, hein, faut ne plus labourer. On va engager quand même pas mal de changements techniques et psychologiques. Donc déjà, il faut que ça vienne de lui. Ça, c'est un point très important. Et à Genève, on l'a bien vu, il y a une quinzaine d'années, les personnes qui ne souhaitaient pas le faire, on avait beau leur vanter les mérites de ce type de pratique, s'ils n'avaient pas envie, ils ne le faisaient pas. Et c'est tout à fait logique. Donc, premier point, c'est la psychologie. Ensuite, deuxième point, bah, c'est essayer de passer en revue justement ces trois piliers pour voir à quel niveau on peut amener du changement. Et souvent, je commence par regarder la rotation, le pilier rotation, voir déjà si les enchaînements des cultures sont bons ou pas. Ça, Ouais. c'est un point très important. Ensuite, c'est de couvrir les sols. Ça, on fait rentrer le second pilier, voir où c'est qu'on peut mettre des couverts végétaux et quel type de couverts végétaux. Et après, le dernier point que j'aime bien regarder, qui est souvent le premier en fait que on énumère, c'est voir à quel moment on peut moins travailler le sol. Voilà. Donc c'est de mettre les choses en place étape par étape, en commençant un petit peu par la fin, hein, parce que la rotation c'est souvent la dernière chose qu'on regarde. Mais en fait, c'est ce point-là est très important. Il faut savoir regarder dès le début. Voilà. Donc c'est un petit peu Ok. ma façon de faire. Et du coup, c'est surtout des exploitations de grandes cultures qui viennent vers toi ou ça peut être un peu de tout? Alors ça dépend. C'est vrai que initialement, sur le canton de Genève, on est quand même majoritairement sur les grandes cultures. Donc j'avais beaucoup travaillé avec des fermes en grande culture. Mais dans le reste de la Suisse et également au côté français, maintenant dans mon activité indépendante, j'ai moitié de personnes qui sont éleveurs, moitié qui sont grande culture. Donc les deux se valent. On va trouver aussi bien des gens dans l'agriculture conventionnelle qu'en agriculture biologique. Donc il y a un mélange de tout. Et c'est sûr que c'est une approche différente. Par contre, des choses, enfin des secteurs plus compliqués sur lesquels je ne travaille pas, c'est plutôt tout ce qui serait arboriculture, viticulture, maraîchage, enfin les cultures spécifiques. Voilà.
Ok, Les grandes cultures, élevage, bio, non bio, ça c'est pas un souci. On peut faire des choses dans chaque catégorie. ok. Donc même des exploitations vraiment herbagères sans Oui, culture alors fourragère, il y a des choses à faire ou un peu moins quand même. non, c'est vrai, bonne remarque. Il faut quand même qu'on ait une petite part de céréales Ouais, travaillées, voilà. Parce qu'en fait, souvent, les exploitations herbagères remplissent quasiment, exact, ouais. cochent les trois piliers. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que le terme conservation me plaît assez bien, parce que une exploitation herbagère, régénérer un sol qui est déjà très très bien, en fait, c'est compliqué. Par contre, ce qu'elle peut, c'est conserver l'état qu'elle a acquis, hein. Mais Ouais, c'est ouais. sûr que une exploitation herbagère, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre. C'est souvent déjà très bien, en fait, au niveau du sol. Ouais, ok. Mm. Et tu disais que tu travaillais pas particulièrement avec les exploitations maraîchères, mais est-ce que tu as des demandes des fois? Oui, un petit peu de demande sur notamment la partie couvrir les sols, quel couvert végétaux on peut faire. Le problème, c'est que c'est assez complexe parce qu'il y a une telle diversité dans les légumes en maraîchage que si on veut limiter les transmissions de maladies, on restreint quand même pas mal le choix Oui, des plantes dans les couverts végétaux. Donc ça, c'est un point important. Et le second point qu'il faut prendre en compte, c'est que la mécanisation en maraîchage pour ensuite venir semer ou planter dans des résidus en surface est quand même assez limitante. oui. Donc c'est la partie transmission maladie et la partie mécanisation est un point, enfin sont deux points très limitants en maraîchage par rapport à d'autres systèmes. Ouais. Ok. Pour revenir là-dessus, tu évoquais le côté psychologique, donc il fallait qu'il y ait vraiment une demande de l'agriculteur. Donc c'est plutôt des agriculteurs qui viennent vers toi, même quand tu étais du coup chez Agri Genève, ou des Oui, fois c'est tu ça. proposes aussi cette solution à des agriculteurs qui Alors n'auraient pas forcément fait la demande. non, vraiment, si on reprend un petit peu ce qui s'est mis en place à Genève, alors des fois on dit que Genève est un canton un petit peu novateur dans cette thématique-là. Alors oui et non. Il faut quand même se dire qu'au niveau suisse, hein, nous avons des personnes, notamment ceux qui ont fondé Suisse Nautil, qui font du semi-direct, de la conservation des sols depuis plus de 30 ans, hein, Ouais. mais ils étaient dans un système d'élevage qui permet notamment avec les herbages d'être assez performant à la base. À Genève, il s'est passé qu'on est parti sur un système céréalier avec beaucoup de soucis. Et il y a 15 ans, c'est vraiment quelques agriculteurs purs céréaliers à Genève qui se sont rendus compte de l'état des sols et qui ont voulu modifier cela. Donc ça a vraiment été une demande de la part des agriculteurs. Au début, c'était une petite dizaine. Ouais. Et peu à peu, le groupe s'agrandit. D'accord? Et maintenant, tout le monde est d'accord sur le canton de Genève pour dire que c'est intéressant. Mais il a fallu 15 ans pour développer l'idée. Voilà. Mais à la base, c'est vraiment venu d'agriculteurs. Et maintenant, le fait d'être indépendant, j'ai l'avantage de travailler qu'avec des gens qui veulent effectivement travailler sur cette thématique-là. Donc, ça permet de pas avoir la partie je dois convaincre l'agriculteur. Mhm. Celui qui me contacte est déjà convaincu. Ok. Donc ça, c'est vrai que ça permet de gagner du temps et de gagner de l'énergie aussi. Est-ce que tu peux donner un exemple concret d'un cas, comment ça se passe, un Alors agriculteur oui, qui vient vers toi? exact. Globalement, il y a deux façons de fonctionner. Donc on va dire hors Agri-Genève, hein, ou hors organisme de vulgue qu'on connaît habituellement en Suisse. Mais souvent, on fait des formations de groupe où on peut avoir une dizaine d'agriculteurs et on fait une journée collective. Et souvent, suite à une journée collective où on a abordé des grands aspects, certains souhaitent aller plus loin. Et c'est là où on s'est dit, OK, on va travailler que sur la ferme, donc en conseil individuel. Et typiquement, ce qu'on peut avoir, ça peut être des exploitations, par exemple, du plateau vaudois, qui étaient avant sur un système laitier et arrêtent le lait. Et du coup, partent plus sur des céréales et se disent, j'aimerais partir sur plus de céréales et moins d'herbage, mais sans passer par la case labour, parce que j'ai un taux de matière organique initiale qui me semble cohérent. Donc j'aimerais le préserver, idéalement j'aimerais l'améliorer. Donc je ne vais pas travailler les sols ou pas trop, mais en même temps j'aimerais pas tomber dans les travers du non-labour par rapport notamment à la gestion des adventices. Mhm. Et puis se disent en même temps si les couverts végétaux peuvent nous ramener un petit peu d'azote, pour faire tourner le système, et ils sont motivés. Donc c'est souvent un cas de figure assez parlant, des systèmes plutôt laitiers qui arrêtent le lait et qui veulent partir sur les céréales tout en conservant les qualités agronomiques de leur sol acquises avec l'élevage laitier.
Voilà, ça Ouais. c'est un point souvent assez classique. Ouais, donc là, c'est vraiment ce que tu disais avant, l'agriculture, du coup, de conservation, de conserver ce qui Oui, est déjà bien. Est-ce c'est qu'il y a aussi ça. des cas de personnes qui viennent en ayant vraiment consciemment un gros problème de qualité de sol et ils veulent que ça change ou c'est assez rare comme cas? C'est là où on pourrait plutôt du coup jouer sur la régénération, hein. Mhm. C'est vrai que alors mes agriculteurs genevois que je connais très bien, hein, là on était plutôt sur un terme, ouais, sur une partie régénération il y a 15 ans, Ouais. plus de conservation. Et c'est vrai que certains avaient des sols qui avaient vraiment beaucoup perdu en qualité et en quantité de matière organique. Donc là, la jeunesse, ça a été vraiment de la régénération, ouais, parce que il n'y avait plus grand-chose à conserver entre guillemets, il fallait régénérer, oui. Et actuellement, on le retrouve effectivement, hein, vous avez des secteurs, justement, je pense à des secteurs en France qui ont des terres difficiles, avec des rotations très basées sur des cultures d'automne et qui ont effectivement atteint des seuils de matière organique très très basses. Donc là, on est vraiment sur se dire il faut remettre de la matière organique. Et là, ce qui est très embêtant sur ces secteurs-là, côté français, ou ce qu'on a eu il y a 15 ans à Genève, c'est qu'en fait, c'est vraiment un investissement. Mhm. Il faut se dire qu'il va vraiment falloir limiter le travail du sol, il va falloir couvrir les sols, changer sa rotation, et en plus ramener si possible des apports organiques par-dessus, des fumiers, des composts ou autres. Ouais. Mais ceci-là, il y a vraiment une notion, tu vas devoir investir pour retrouver la matière organique. Et donc, qui dit investir, bah, dit bloquer un petit peu de l'argent, hein, dépenser de l'argent pour améliorer ton sol. Ouais. Et dans des systèmes purs céréaliers, je pense notamment à quelques secteurs français où économiquement c'est pas toujours évident. Il faut vraiment que l'agriculteur soit conscient qu'il va devoir investir. Et investir quand le système économique est déjà limite, et Oui. bah c'est un gros engagement à mettre en place sur sa ferme. OK. Et du coup, ce processus de régénération, donc pour des exploitations qui n'ont pas de bétail et pas de fumier, c'est plus compliqué? C'est long, c'est très C'est long. long, ouais. Et il faut vraiment rendre attentif que c'est de l'investissement sur de très long terme et que peut-être eux, à la fin de leur carrière, ils ont commencé à percevoir quelques effets et que réellement c'est plutôt la génération suivante qui verra les effets qu'ils auraient pu mettre en place. Ah ouais, d'accord, ouais. Oui, mais il faut se dire que j'exagère un petit peu, mais on a quelques parcelles sur Genève qui étaient comme ceci il y a 15 ans. On en trouve encore actuellement. Et dans d'autres secteurs, côté français, pour illustrer, ça peut être Dijon, ça peut être le sud de Poitiers pour ceux qui connaissent. On est rendu à des taux de matière organique de 1,2, 1,3%, alors qu'idéalement, dans ces sols-là, pour qu'ils tournent correctement, il en faudrait 3%. Ouais. Et le fait de doubler, voire de tripler son taux de matière organique va prendre plusieurs décennies. Alors déjà, le fait de passer de 1,2, 1,3 à peut-être 2, qui peut se faire en l'espace de 10-15 ans, et encore, il faut être Mhm. assez bon, sera déjà intéressant. Mais il faut laisser passer 10 à 15 ans. Donc déjà, il faut leur dire, tu vas devoir investir, et ensuite, ça va pas marcher en 6 mois, ça va marcher en décennies. Donc ça va être long. Alors ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre les parcelles qui ont le moins d'argile, les parcelles les plus faciles entre guillemets, parce que c'est là où Ouais. ça va évoluer plus vite et c'est là où ils vont voir rapidement les intérêts de la technique arriver et ça va les motiver à faire ça sur tout le domaine. Ouais. Mais la patience est un point très important à ce niveau-là. Ouais. OK. Donc, est-ce que cette temporalité, c'est un des défis majeurs Oui, ouais, aussi pour que les gens soient intéressés par ce conseil et cette méthode? c'est ça. C'est un défi très majeur lorsqu'il faut régénérer un sol, hein, qu'on est vraiment dans la thématique de régénération. C'est un défi très important. Et c'est aussi un point qu'il faut expliquer à tous, notamment aux voisins à côté qui sont un petit peu sceptiques et puis qui vont des fois juger au bout de 3-4 ans ce qu'il en est. Faut leur dire non, au bout de 3-4 ans, on peut pas juger, on jugera dans 10 ans. Et il faut aussi, au niveau du grand public, du consommateur, dire, quand on modifie nos pratiques, qu'on va faire de la régénération, de l'agroécologie, il faut laisser le temps au temps. On peut pas, au Ouais. bout de 4-5 ans, demander à l'agriculteur de faire du semi-direct en bio avec les mêmes rendements et la qualité qu'avant. C'est pas possible. Ouais, ouais. Et c'est un peu ingrat, du coup, pour le producteur, hein, parce que ça demande beaucoup de temps. Hein. Et est-ce que tu vois d'autres défis, Ah, difficultés majeures? il y en a plein, il y en a plein, mais il y a un défi très important, c'est la partie herbicide. Ouais. Parce que qu'on soit en régénération des sols ou qu'on soit en agriculture biologique,
on sait globalement assez bien faire hein, sans les fongicides, sans les insecticides. L'Extenso le démontre très bien en Suisse. Au niveau de les engrais azotés, on peut en utiliser avec parcimonie, on peut plus ou moins les remplacer en partie par les couverts végétaux ou des effluents. On sait faire avec des légumineuses en partie. Par contre, là on a du mal, alors du mal à voir si c'est le terme est négatif ou pas, mais c'est limiter les herbicides. Ouais. Alors c'est là où c'est un peu compliqué avec le bio, c'est qu'en bio effectivement de toute façon on n'a pas le choix, on n'a plus d'herbicides, donc on doit travailler ces sols pour les tenir propres, mais du coup c'est là où on rentre en conflit avec le premier pilier qui est de moins travailler les sols. Quand on reste en agriculture conventionnelle, là on peut aller très loin dans la réduction de travail de sol grâce aux herbicides, mais c'est grâce aux herbicides. Alors après, le but, c'est de pas en mettre plus qu'avant. Ça, c'est un défi majeur. Voire même les baisser un petit peu. Et pour ça, il faut être très très bon techniquement. Il faut que tout s'enchaîne parfaitement bien. Et des fois, tout s'enchaîne pas correctement. La météo décide d'être différente hein, chaque année. Et donc, des fois, il y a des choses qu'on peut pas reproduire. Et le désherbage chimique est vraiment un très bon parachute. Et si on nous demande de baisser le pied sur le désherbage, si on ne supprime certaines molécules, c'est délicat, c'est très délicat. Donc c'est le désherbage qui est un point très important. Mais Voilà. est-ce que tu as des exemples d'exploitation bio qui arrivent Alors, à gérer ça ou il y a quand même, comme tu disais, le parachute qui est du coup le travail du sol disons que si vous pour voyez ces ma tête, exploitations? vous voyez que je suis assez dubitatif. Ouais, Alors sincèrement, des exploitations qui en bio performent dans des systèmes de régénération, de conservation, il y en a très très peu et qui performent sur du long terme, hein. Ça veut dire qui ont tenu 10 ans, d'accord? ouais, Il y en a très peu qui, depuis 10 ans, ont réussi à ne pas labourer. Et vraiment, quand je dis très peu, s'il fallait en citer, enfin, ça tient sur les deux doigts, sur les doigts des deux mains, hein, pardon. ouais, Donc, aussi bien français que côté suisse, hein, voilà. Donc, il y a très peu de gens qui arrivent. Souvent, on a un passage de charrue qui arrive tous les 4 5 ans ouais, pour refaire une petite passe blanche, pour sortir d'une prairie, par exemple, voilà pour se dégager d'une impasse. Mais d'autres arrivent depuis 10 ans à tenir sans aucun labourage. ouais, Mais c'est très compliqué quand même. Il faut être très très pointilleux, il faut que tout s'enchaîne correctement. Des fois, il faut être un peu moins exigeant sur le rendement qu'on obtient, sur la ouais. propreté des parcelles, voilà. Non, c'est très complexe, sincèrement. Certains y arrivent, mais ils disent bien que c'est compliqué. Et puis surtout, des fois, il démultiplie les travaux du sol et on voit que sur le sol, finalement, l'impact est plutôt négatif. Et des fois, ils se disent, mince, si on Ouais. avait un glyphosate bio, par exemple, quelque chose de similaire, on arriverait peut-être à faire des choses plus sympathiques. Mais on l'a pas, donc on travaille le sol et c'est un petit peu délicat. Ok. Ouais. Donc, je dis pas que c'est impossible. Oui. La question, c'est est-ce qu'on s'autorise ou pas un petit labour de temps en temps? Et puis surtout, c'est qu'il faut être très, très, très bon techniquement et des fois, ça se joue au jour près, hein. Il faut aller ce Ouais. jour-là et c'était pas le lendemain, voilà. Donc, c'est très complexe. Ok. Et pour intégrer des prairies temporaires, il y en a qui arrivent à le faire ou c'est aussi une des grosses difficultés? Non, alors c'est là où on a, au niveau de la politique agricole suisse, on a quelque chose qui est génial. Bah, c'est l'obligation d'avoir des prairies temporaires en bio, hein. En Ouais. résumé, on a une obligation d'avoir 20%. Alors, c'est génial, oui et non, parce que quand on est pur céréalier, il faut faire quelque chose de sa prairie. Mais par contre, cette notion d'introduire une prairie temporaire est là et dans les esprits des agriculteurs, et ça c'est génial parce que vraiment, ça permet de nettoyer, ça permet une bonne remise à zéro du sol. Mhm. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on sort de la prairie sans labourer et sans herbicide. Ouais. Mhm. Et c'est là où il faut être très technique. Déjà dans le choix de la prairie, la question c'est avec ou sans luzerne. La luzerne est très intéressante en bio, mais est très compliquée à détruire. Donc ça c'est un Mhm. premier point. Et ensuite, derrière, c'est de réussir à implanter la culture sans se faire déborder par le redémarrage de la prairie. Donc, c'est un point très important, mais demande beaucoup de technicité pour ensuite s'en défaire sans souci. Voilà. Mais c'est vrai que quand on prend les politiques agricoles européennes qui n'ont pas cette même exigence de couverture des sols, bah, les agriculteurs européens aimeraient bien avoir l'habitude d'intégrer des temporaires comme ça, hein. C'est pour eux Ouais. un levier très important. Et bon, financièrement, c'est même pas la peine de l'évoquer.
Ouais, Ils n'ont pas la possibilité de le faire. Donc c'est un point important, mais c'est très technique. ouais. Peut-être juste une question avant, tu parlais des consommateurs. Du coup, c'est vrai que tu as dit aussi c'est un investissement de mettre en place ces mesures. Et du coup, bah, contrairement au bio, comme ça, il n'y a pas forcément de label de plus-value directe. Bon, en Suisse, il y a le soutien, enfin, certains paiements directs, j'imagine, qui permettent de soutenir certaines choses. En France, est-ce que c'est aussi le cas? Est-ce que économiquement, il y a quand même un peu un intérêt à un soutien ou c'est quand même plus un investissement, comme tu disais, sur le long terme, mais Et oui, très bonne question parce que c'est là où c'est important que ça vienne de l'agriculteur, hein, cette envie de changement. Parce que ouais. c'est vrai qu'au niveau économique, c'est pas les filières qui l'aident. Donc en fait, il investit un petit peu que pour lui. Donc c'est un peu embêtant, hein. Surtout qu'il amène quand même un intérêt, un avantage à la société. Donc c'est là où c'est génial en Suisse avec les paiements directs sur tout ce qui est l'efficience des ressources. Oui. Depuis maintenant à peu près 10 ans, hein. C'est génial d'avoir eu ces mesures-là qui ont été mises en place. Et il faut remercier nos collègues bernois qui ont beaucoup œuvré pour la mise en place de ces paiements directs-là. Ça a vraiment été génial parce que ça a permis en gros de financer l'investissement que doit mettre en place l'agriculteur. Donc en gros, ça le finance ou ça lui assure une perte de rendement éventuelle qu'il pourrait avoir. Donc ça, c'est très bien. Et en plus de ça, vis-à-vis du grand public, effectivement, ça donne une légitimité à la Mhm. technique. En disant, vous voyez, c'est reconnu par la Confédération, comme quoi j'ai une action bénéfique, où à la fois je produis et à la fois je préserve mon sol, je régénère mon sol. Donc ça le légitimise beaucoup. Et psychologiquement, c'est très important, économiquement aussi. Et c'est vrai que dans le reste de l'Europe, et même j'ai envie de dire au niveau mondial, pour ma part, je connais pas de paiement direct qui se rapproche et qui soit aussi bénéfique. Il y a des choses locales qui se mettent en place, mais pas aussi importantes. Par contre, on a quelque chose qui, au niveau européen et notamment français, se met en place, c'est que les filiales de transformation des produits agricoles, hein, les filières agricoles, sont en train de développer des labels sur des techniques de régénération et on commence à voir des spots publicitaires à la radio, à la télé ou dans les magazines qui parlent de ce produit est issu de techniques qui régénèrent les sols. Ou du coup, des grosses firmes achètent du blé, par exemple, un peu plus cher que le prix initial parce que l'agriculteur le produit en technique de régénération des sols. Et ça en Suisse Et aussi ou pour plutôt? l'instant, pas. Pour l'instant, je sais qu'il y a eu il y a des discussions, il y a des Mhm. choses qui sont en train de se mettre en place, mais personnellement, je n'ai rien vu d'abouti. Par contre, côté français, on va trouver vraiment des marques qui communiquent dessus, qui ont monté des labels et qui ont commencé cet effort il y a déjà 5-6 ans en arrière pour mettre en place ceci. Donc là, c'est pas forcément au niveau des politiques publiques que les agriculteurs vont trouver quelque chose, mais c'est plutôt au niveau des filières et ils ont un prix du blé un peu plus élevé parce qu'ils le font en régénération des sols et ensuite ils vont retrouver sur les emballages dans le commerce un petit logo qui va les mettre en avant. Ouais. Donc Ok. c'est assez intéressant cette partie-là. Ouais. Peut-être en vente directe ou comme ça, tu connais des agriculteurs qui arrivent un peu à valoriser cet aspect-là Euh, ou pas vraiment? non, pas plus. Il y a une petite communication qui peut être faite, par exemple, quand on fait de l'huile à la ferme sur du colle à tournesol, dire on le fait avec des couverts végétaux et tout. Il y a une petite communication qui est faite dessus, mais c'est pas forcément quelque chose auquel on insiste beaucoup parce que pour l'instant, il n'y avait pas vraiment de termes qui ressortaient auprès du consommateur. Et c'est Ouais. là où l'agriculture régénérative, que j'ai un peu critiquée initialement par rapport à l'aspect technique, peut être en fait très intéressante parce que les consommateurs vont peut-être très bien retenir ce terme régénératif. Ouais. Et peut-être que dans 5-6 ans, il suffira de prononcer le terme pour que le consommateur l'associe aux pratiques qu'on a pu lui expliquer et dire, ah ok, c'est un autre mode différent du Ouais. bio par exemple, mais pourquoi pas. Donc c'est du marketing, mais si ça peut valoriser le travail d'un agriculteur, ça sera une bonne chose. Ouais. Ok. Bah peut-être aussi question puisque voilà, on est sur un podcast agroécologie. Par rapport à l'agroécologie, où est-ce que tu vois ce type d'agriculture? Et alors l'agroécologie, c'est assez vague, mais je dirais que l'agriculture régénérative, c'est l'agroécologie pour les grandes cultures. Mhm. C'est le moyen de faire rentrer de l'agroécologie lorsqu'on est en grande culture.
sans aller dans d'autres choses des fois plus complexes comme l'installation de haies, d'agroforesterie ou de rentrer dans le bio par exemple. C'est une façon de faire de l'agroécologie sur les parcelles de grande culture. Pour moi, voilà, c'est la régénération des sols, la conservation des sols est un outil Ouais, d'agroécologie pour certaines fermes. ok. Un point vraiment important sur la partie conseil en agriculture régénérative, c'est de se dire que il faut être très pragmatique parce que vraiment, on va demander à l'agriculteur de changer une pratique à court terme. Tu ne laboures Ouais. pas pour semer ton blé, mais lui, il peut avoir un effet négatif à très très court terme. C'est une baisse de rendement dans les Mhm. 12 mois qui vont suivre. Donc, il faut lui amener un conseil très pragmatique pour qu'il change ses pratiques en limitant les risques qu'il prend. Et ceci demande pas mal d'expérience et d'y aller étape par étape. Mais pour ça, il faut être très très proche du terrain. Il faut pas rester dans des grandes théories, dans des livres. Il faut être très proche du terrain et très proche de l'agriculteur pour suivre cela. Donc peut-être aussi, ouais, j'avais pas encore posé la question, mais par rapport à un conseil classique, quand tu fais du conseil en agriculture conservation, qu'est-ce que tu vois comme différence? Et bah, c'est que je dirais, alors, le conseil classique est très important, hein, un choix variétal de blé, une protection fongique en fin de cycle, c'est des choses très classiques, un désherbage. Il faut les connaître, il faut les maîtriser. Et c'est vrai que le conseil en conservation des sols demande de rajouter un échelon supplémentaire de technicité en se disant, tu dois choisir une variété de blé, tu dois choisir un désherbage, mais en sachant que tu es dans une démarche de régénération des sols avec tous les soucis que ça peut imposer. Donc en Ouais, fait, on va dire que ça rajoute un niveau de raisonnement supplémentaire, un niveau technique supplémentaire qu'il faut intégrer à ce système global. ouais, Donc on n'est pas juste à se dire tu prends une variété de blé pour l'année 2026, non, on se dit ok, en 2026 tu vas faire du blé après tel précédent qui peut te poser tel souci de maladie dans ton système de régénération, donc il faut que tu prennes telle variété pour lier tout ceci. Voilà. Donc c'est un niveau supplémentaire, je dirais, de conseil ouais. à rajouter au conseil de base. À Genève, c'est déjà, comme tu l'as évoqué, quand tu travailles chez AgriGenève, c'est déjà un aspect qui est assez présent dans le conseil organisé par le canton. Est-ce que tu as l'impression que c'est un peu partout le cas en Suisse ou c'est vraiment particulier à Genève? Alors, ça va dépendre des conseillers, ça va dépendre des cantons, et surtout, ça dépend de la demande des agriculteurs, hein, parce Ouais, que vraiment, en tant que conseiller, on travaille pour les agriculteurs et on réagit à leurs demandes. Donc, ça dépend. Il y a des cantons qui sont plus ou moins avancés dans la démarche. Ça dépend des secteurs, ça dépend des productions, ça dépend des envies des agriculteurs à la base. Mais dans tous les cas, et même à Genève, il y a encore beaucoup à faire, hein, parce que c'est rien n'est acquis. Et surtout, le gros souci que je verrais dans la vulgarisation, c'est qu'on manque cruellement de personnes qui veulent faire de la vulgarisation. On manque cruellement de personnes qui veulent travailler sur le terrain pour accompagner les agriculteurs. sur ce Et sujet-là ou de plus général? de manière globale, sur le conseil agricole, on manque de personnes. Et Mhm. d'autant plus sur vraiment la partie régénération, on en manque également beaucoup. Ouais. Ok. Et est-ce que tu voudrais dire quelques mots sur Soul Evolution? Oui, donc bah, c'est vrai que durant l'année prochaine, il va y avoir un bel événement sur Solar Evolution qui fait un petit peu le bilan de tout ce qui a pu se faire en Suisse depuis de nombreuses années. Et Genève, on va avoir une petite halte. On va recevoir quelques visiteurs, mais surtout, ce qu'il faut quand même noter, c'est que derrière l'organisation, il y a des gens qui font ça depuis 30 ans en Suisse et ils ont fait vraiment un travail remarquable parce qu'il y a 30 ans, se lancer là-dedans, il fallait vraiment y croire, hein. Rien Mhm. n'existait au niveau européen. Donc ça va être un magnifique événement, mais avoir en tête que ceux qui l'organisent notamment, bah, eux ont vraiment 30 ans de recul et c'est énorme ce qu'ils peuvent montrer et à tous les visiteurs qui vont rendre visite en Suisse par rapport à cet événement-là. Ouais. Donc c'est surtout des visites sur des exploitations qui Oui, il y a pratiquent. donc il y a différentes visites qui sont organisées sur différentes thématiques suivant les régions. Et les personnes peuvent choisir ce qu'ils souhaitent visiter. Le but étant la qualité des sols, la santé des sols, mais en fonction des différents systèmes, qu'on soit éleveur ou plutôt céréalier par exemple. Et donc ça va permettre de faire un petit peu l'état des lieux de ce qui se fait depuis de nombreuses années sur la Suisse. D'accord. Ok. Donc on mettra les infos dans les show notes de l'épisode pour les personnes qui seraient intéressées à participer. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Si tu voulais encore ajouter quelque chose.
Non, bah c'est Donc, parfait. Je remercie pour l'invitation et puis pour l'interview. J'espère que cela sera intéressant pour tout le monde. merci beaucoup, hein, et bonne journée. Parfait. Merci. Bonne journée à tous.